Bonjour, nous continuons nos chantiers de réflexion formidables et aujourd'hui, maintenant, nous allons attaquer un sujet qui est grave mais qui peut être aussi amusant à défricher. Il s'agit des relations entre le bonheur et le pouvoir. Et pour ce faire, nous avons la chance, le plaisir, j'ai le plaisir d'accueillir avec vous deux dames, Michèle Cotta, ma consoeur Michèle Cotta, qui est une journaliste d'immense expérience. Voilà. Michèle, bienvenue pour creuser le sujet avec nous. Merci Michèle. Michèle qui a commencé ce métier il y a quelque temps. Dans la presse écrite, l'a poursuivi à la télévision, à la radio, et puis le poursuit toujours. Elle a aussi dirigé, comme vous le savez, la télévision et plusieurs télévisions, la télévision publique, la télévision privée. Elle a aussi été au tout début de la haute autorité de l'audiovisuel, ce qui n'est pas rien dans ce pays, parce que là aussi, dans les rapports entre pouvoir et politique, eh bien, il faut veiller. Et puis, elle a écrit une série formidable sur la Ve République, dont elle est un témoin privilégié. C'est pour ça que c'est très important de l'avoir à nos côtés pour creuser ce sujet des rapports entre bonheur et pouvoir. Et puis, une femme d'une autre génération, une femme de pouvoir, mais qui joue un peu avec le pouvoir de temps en temps, à moins qu'il ne joue avec elle. Et elle s'en détache, elle y revient, enfin, elle le dira surtout elle-même. Jeannette Bougrave. Formation de juriste, pour faire simple, qui est avocate, mais qui est entrée en politique dans les premières années de l'UMP avec Alain Juppé, et puis qui a été chargé de responsabilités très rapidement, notamment dans des domaines qui touchaient à la discrimination et à l'emploi, ce qui était une manière importante de s'engager, d'entrer en politique. Je parle sous votre contrôle, Jeannette. Et puis, elle a eu une responsabilité ministérielle plus tard, secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, c'est ça, hein. Et puis, elle a présidé. C'était dans la logique, au fond, de ses engagements, la haute autorité pour la lutte contre les discriminations et l'égalité. Je me gourre toujours quand je traduis, je reviens à ma petite fiche, la halte, qu'elle me pardonne. Elle nous dira aussi, à travers tous ces épisodes, les relations qu'elle a entretenues, d'abord avec le pouvoir, qu'elle a pratiqué, qu'elle a côtoyé, qu'elle peut, au fond, un peu railler aussi quand elle s'en éloigne pour... à l'heure où on sait que le pouvoir, c'est beaucoup sur les médias, s'y produire aussi et dire des choses. Voilà. Donc nous allons approfondir ce sujet. Tout de suite, je vais demander à Michèle peut-être de nous rappeler que le bonheur, ce n'est pas seulement un état, nous sommes heureux, mais c'est aussi un droit, quelque part, et il faut le rappeler. Voilà, merci Michèle. Voilà, donc effectivement, merci pour cette présentation globale. Alors, évidemment, quand on a comme sujet le bonheur et le pouvoir, on peut d'abord dire le bonheur du pouvoir, et puis est-ce que le pouvoir est fait pour le bonheur? Donc peut-être que si on commence par est-ce que le pouvoir est fait pour le bonheur, en tout cas, ce qu'on trouve, et c'est assez... moi, franchement, ça m'a plutôt surprise que le mot bonheur figure dans toutes les déclarations des droits de l'homme. Je veux dire, quand je dis dans toutes, je veux dire autant dans la déclaration, la première déclaration de 1776, la déclaration américaine, la déclaration d'indépendance américaine, où on voit en toutes lettres, nous tenons pour évidentes les vérités suivantes: tous les hommes sont créés égaux, ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Même chose sur la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, alors là plus tard, de 1789, où le droit au bonheur figure parmi la nécessité, parmi la constitution fondamentale de la République. Et plus loin, on trouve vers 93 le fameux mot de Saint-Just qui dit « L'idée du bonheur est une idée neuve en Europe ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important?
c'est que c'est vraiment un changement. Le pouvoir et le bonheur, les rapports entre les deux sont tout à fait historiquement, changent historiquement en 1789 à partir du moment où ça n'est plus une monarchie absolue, où ça n'est plus une monarchie de droit divin qui règle les choses. Au fond, la politique était réduite à peu de choses. Il y avait un monarque qui n'était pas mis en question, et puis des ministres plus ou moins fantoches. Là, à partir de 1780, aux États-Unis, donc du XVIIIe siècle, dans les démocraties, dans ce qui va être les démocraties, arrive la nécessité du droit au bonheur. Alors, on voit bien, il me semble, toutes les acceptions. Oui, il y en a droit au bonheur, mais qu'est-ce que c'est que le bonheur? Est-ce que la politique s'occupe des droits du bonheur individuel? Non, sûrement pas. Donc, il faut la nécessité d'une définition d'un bonheur collectif. Bonheur collectif, ça veut dire, au fond, le contraire du malheur. C'est-à-dire, on a bonheur quand on est libre de s'exprimer. Bon, voilà, ça c'est le fondement du pouvoir, du rapport entre le pouvoir et le pouvoir. Et puis, si on retourne le problème, le bonheur du pouvoir, c'est qu'effectivement, nous connaissons, Jeannette en connaît, et nous connaissons l'espèce d'ivresse qui s'empare des gens qui ont le pouvoir. Alors, généralement, c'est surtout la conquête du pouvoir qui amène cette ivresse, mais une fois qu'on l'a, alors pourquoi on l'a? Sûrement, il y a un phénomène d'ego qu'on ne peut pas nier. Hein. C'est pas un hasard si ceux qui veulent le pouvoir ont quand même une grande conscience d'eux-mêmes, mais aussi, souvent, c'est pour faire le bonheur des autres. On retombe sur le problème, sur la première volonté pour le pouvoir de faire le bonheur. Et puis, le malheur d'un homme politique, c'est aussi de ne pas faire le bonheur des gens. Voilà. Merci Michel de ce rappel, je crois très précieux, parce qu'il fallait revenir aussi aux États-Unis et à la Révolution française. Alors, Jeannette, au fond, quand on s'engage en politique, c'est qu'on a une certaine idée du bonheur, justement, ou en tout cas de ce qu'on veut défendre pour peut-être une certaine idée du bonheur, du vivre ensemble, de la l'égalité. Enfin, comment vous personnellement, au fond? En tout cas, moi, je voulais vous remercier de m'avoir invitée. Et j'étais un peu surprise qu'on m'invite sur un sujet sur bonheur et pouvoir, parce que je ne crois pas avoir nécessairement été programmée pour être heureuse. Voilà. Et si je vous dis ça, ce n'est pas du tout parce que je suis quelqu'un de pessimiste ou de sombre. C'est que mon engagement en politique vient quelque part de la même manière que si j'ai fait des études de droit, si je suis devenue docteur en droit, si je suis membre du Conseil d'État, et que j'ai fait une petite parenthèse en tant qu'avocate, c'est parce que j'étais convaincue, et je demeure convaincue, que c'est par le droit qu'on rétablit une certaine justice. Et si j'ai fait de la politique, c'est que je suis convaincue que c'est en s'engageant politiquement qu'on rétablit une certaine justice. Et je vous parle de la notion de justice et de rétablissement de l'égalité parce que moi, Jeannette Bougrab, je suis fille de harki, voilà. Et que j'ai en héritage une histoire un peu particulière, violente, je suis issue de la guerre d'Algérie, ma famille a été massacrée en Algérie, et mon père s'est engagé dans l'armée française. Mes parents ont abandonné la terre sur laquelle ils sont nés, et que quelque part, si je me suis engagée en politique, c'est quelque part pour avoir aussi, à un moment ou à un autre, rétablir une certaine reconnaissance pour ma famille qui a été oubliée, abandonnée, qui ont été d'une certaine manière des parias de l'histoire. Et donc cet engagement politique n'est pas venu de quelque chose d'heureux ou de bonheur, est venu d'un malheur, voilà. Et que pour moi, m'engager en politique, c'est changer les lignes. C'est vrai que souvent, quand on décrit la politique, on dit mais c'est effectivement la conquête du pouvoir qui est intéressante, et une fois qu'on a le pouvoir, on ne fait plus rien, on ne décide plus rien. Et quelque part, moi j'étais très fière de dire, mais c'est a posteriori qu'on se rend compte de ce qu'on a pu faire, c'est que quelques mois avant d'avoir quitté le pouvoir, le président de la République, Nicolas Sarkozy, on est allé au camp de Rivesaltes. Je sais que cet après-midi joue Pau contre Perpignan. Oh. Donc certains d'entre vous ont abandonné le stade pour venir nous écouter. Et on a réussi à convaincre Nicolas Sarkozy d'aller au camp de Rivesaltes, à côté de Perpignan. Pardon, de Rivesaltes. Oui. Parce qu'il y avait Bias, on avait choisi entre l'un et l'autre, pour
pour reconnaître l'abandon de la France, de reconnaître le rôle de l'État dans l'abandon des harkis en Algérie. Et j'étais très fière parce qu'il y avait Bernard Goutal, l'ancien capitaine de l'USAP, pour ceux qui aiment le rugby. Et je vois qu'il y a en fait beaucoup de femmes, donc je pense que vous avez laissé vos maris en train de regarder le match de rugby, c'est ça? Et ça, c'était un vrai bonheur parce qu'au moins, je me suis dit que mon père pouvait être fier de moi, et que quelque part, pour une fois, que je pouvais être fière de ce que j'avais fait parce que mon père pourra partir dignement. Voilà. Donc c'est pour ça, quand on m'a demandé de parler de pouvoir et de bonheur, je trouvais ça assez étrange parce que pour moi, c'est vraiment deux concepts antinomiques. Parce que la pratique du pouvoir, extrêmement éprouvante, très dure. Moi, il m'est arrivé d'être convoquée à Matignon, minuit Malitari, à 3h du matin, pour me dire que j'allais sans doute me faire virer. Il m'est arrivé de pleurer dans mon bureau. Mais en même temps, on est très fiers de ce qu'on a pu faire, mais on s'en rend compte, bien évidemment, a posteriori. Je m'en suis rendu compte avec Baby Lou, avec la HALD, quand on s'est agi de défendre le principe de laïcité dans une crèche. Quand j'ai défendu Baby Lou, quand je suis allée devant le conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie, je me suis fait injurier par la presse. Je recevais des lettres de menaces. Alors le pouvoir, c'est très sympathique, sauf quand on vous menace de mort parce que vous défendez une crèche associative et qu'il n'y a personne qui vous écoute et vous entend. Alors évidemment, quand on a eu la première décision de justice, il y avait une satisfaction, mais dire qu'on a été heureux d'obtenir cette décision ainsi, non. Voilà. Au fond, j'étais tenté justement, vous m'y invitez, Jeannette, de vous demander si entre l'exercice concret du pouvoir en tant que secrétaire d'État et puis la responsabilité, qui est aussi une responsabilité de pouvoir et de contre-pouvoir, à la HALD, vous aviez, si je vous demandais, au fond, où est-ce que vous étiez plus heureuse? Est-ce que c'est à la HALD plutôt que dans votre responsabilité ministérielle? Alors, mon véritable premier poste de responsabilité, c'était à la HALD. Et j'étais plutôt malheureuse à la HALD, voilà, je vais pour tout vous dire. Parce qu'en réalité, j'avais une conscience et je n'avais pas le même modèle que... comment expliquer? À la HALD, moi j'étais convaincue d'un certain nombre de choses et j'en demeure convaincue presque, pas 10 ans après, mais pas 10 ans, j'exagère, 5 ans, c'est que j'étais contre le principe de différentialisme et de communautarisme en matière de lutte contre les discriminations et que la base de mon institution était favorable à un différentialisme, à un communautarisme. Et j'ai dû affronter vraiment brutalement les agents de la HALD parce que pour moi, porter le voile n'était pas un signe d'émancipation pour les femmes. Et quand vous avez vos agents qui pensent que parce que vous pensez ça, vous êtes quelqu'un de raciste, ça pose un problème. Voilà. Et je ne cédais pas sur ça. De même, j'estimais que la véritable première cause de discrimination en France était le fait d'être femme. Et j'avais beau leur expliquer que les rapports de l'OIT, du BIT, quand vous êtes une femme, celles qui subissent le temps partiel, ce sont les femmes. Celles qui subissent en premier lieu le chômage, ce sont les femmes. Celles qui ont des carrières interrompues, ce sont les femmes. Celles qui ont la rémunération, enfin le traitement la pension d'une femme à la retraite est environ de la moitié de celle d'un homme. C'était le fait d'être femme. Et eux, ils me disaient que non. Donc voilà. Et donc c'était la guerre permanente et c'était 7 mois d'enfer. Voilà. Mais ce qui m'a permis de devenir ministre, comme quoi tout malheur est bon. Oui, mais on en revient à la notion de malheur et de bonheur. Vous dites que quand vous avez adhéré à l'UMP ou au RPR, je ne sais pas à quel moment vous avez adhéré. Le RPF à l'époque. Non. Le RPR, non? Pourquoi? Non, pas du tout? Non, pas du tout. Non, je suis arrivée... en fait, avec Nicolas Sarkozy? Avec Alain Juppé. Eh bien oui, justement. Oui. Mais Alain Juppé, créateur de l'UMP. Eh bien justement, Alain Juppé, créateur de l'UMP, qui était l'URPR avant. Ah oui, on va dire comme ça, Pardon, Michel. J'ai jamais été adhérente du RPR. Voilà, d'accord. Bon. Alors, en tout cas, quand la on vérité est adhérent... toujours rechercher la vérité. Oui, parce que c'est vraiment le moment où vous avez adhéré, au moment où ça a changé de nom. Bon, enfin, peu importe. En attendant, vous dites que vous n'avez pas fait de la politique pour faire le bonheur. Vous ne pensiez pas à ça, mais quand vous dites « j'ai fait de la politique pour la justice »,
la justice, c'est une des vertus qui, peut-être, justifie le bonheur des citoyens. Il ne faut pas opposer les grandes vertus, les grandes vertus qui font... c'est un jeu de mots de dire, oui, quand on fait de la politique, on ne veut pas le malheur des autres. Par conséquent, on veut bien le bonheur. La justice et le bonheur, ce sont deux notions totalement différentes. Moi, quand je fais mon métier au Conseil d'État, ou quand je fais le bonheur, c'est la création. Le bonheur, c'est d'avoir eu ma fille. Le bonheur, c'est le bonheur individuel. Non, mais il y a un bonheur collectif, quand même, qui est différent. Il y a un destin collectif. Il y a un destin collectif, mais le bonheur est quelque chose de très ambitieux et je pense que moi, je suis contre la tyrannie du bonheur. Voilà. Je crois que à force et je pense qu'il y a une vraie différence entre la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et la Déclaration américaine, parce qu'il y a cette conception subjective de quelque chose qui n'est pas nécessairement atteignable. Le bonheur est quelque chose de très presque prétentieux. Voilà. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose voilà. Moi, j'apprécie les moments, je pense des moments, voire des instants de bonheur. Et je ne suis pas malheureuse de ne pas être heureuse. Voilà, c'est ça ce que j'essaye de dire. Oui, mais il y avait d'ailleurs dans le supplément littéraire qui a été distribué, je crois, dans un article de Luc Ferry, très intéressant sur le bonheur individuel, qui est le bonheur individuel est effectivement quelque chose de pas stable. Le bonheur individuel est fonction des événements qui arrivent aux autres, qui arrivent à soi-même. Bon. Mais je crois quand même que la politique se fait... alors j'exclus, je ne parle pas non plus là du bonheur qu'on peut éprouver en dirigeant quelque chose. Non, je pense que quand on agit en politique, on le fait quand même pour le bien des gens. Alors appelez ça le bonheur ou le bien. Donc il y a quand même un lien entre la politique et le bonheur collectif, même si on n'y arrive pas. Michel, dans la galerie des hommes politiques de la 5e, il y en a eu pas mal que vous avez côtoyé, qu'on a côtoyé. Est-ce qu'il y en a au fond pour qui le pouvoir, c'était vraiment un nirvana, une ouverture définitive vers le bonheur? La plupart. La plupart. Ah, voilà. La plupart. Mais sinon, on ne se lance pas dans une carrière comme ça, qui, Jeannette vient de l'expliquer, est quand même très, très difficile. Il faut du coffre, il faut vraiment de la résistance. Donc on ne se lance pas comme ça si quelque part ça ne vous fait pas un plaisir extrême. Alors je ne pense pas qu'il faille être comme Nicolas Sarkozy, persuadé tous les matins qu'on va être président de la République. Mais moi j'ai vu des gens se transformer dans la mesure où ils pensaient pouvoir être président de la République. Alors un peu plus. C'était le cas de Mitterrand. Quand Mitterrand ne pensait pas une seconde avant la Ve République être un jour président de la République. C'est sûr. Donc tout le monde l'appelait président et tout ça, mais c'était un président d'un tout petit parti. En revanche, on l'a vu en des années se transformer en bête politique, ravi de conquérir le pouvoir. Et quelque chose auquel il ne pensait pas du tout lorsqu'il était plus jeune est devenu sa quête permanente. On dit par exemple que Valéry Giscard d'Estaing, dans un autre domaine, était destiné par sa mère, depuis qu'il était tout petit, à être président de la République. C'est pas dit que ce soit celui qui ait eu le plus de plaisir, finalement, à exercer son pouvoir, parce que son pouvoir a été court. Mais je pense que la notion de nirvana est quelque chose d'important dans le destin des hommes politiques, et que vraiment il faut être très accroché et vouloir vraiment avoir ce bonheur, même fugace, pour faire de la politique, surtout à un haut niveau. Et est-ce que justement dans l'exercice après du pouvoir qui vous absorbe avec les contraintes et puis les moments les plus difficiles que vous devez affronter, est-ce que dans leur vie intime, vous avez eu le sentiment que dans la galerie aussi il y en a qui réussissaient mieux que d'autres, où c'était on s'occupera de la famille quand on aura un instant, enfin voilà. Est-ce que c'est important cette synthèse au fond qui renvoie à l'humanité des personnages? La synthèse est impossible. Elle est impossible. La synthèse est impossible. Elle est impossible, je pense. Elle est très difficile pour les femmes qui font de la politique, même à un niveau inférieur. Mais je pense que quand on est à un très haut niveau de la politique, c'est comme quand on est à un très haut niveau du sport. Il faut s'entraîner tout le temps. Et quand on s'entraîne tout le temps, on ne s'entraîne pas forcément en famille.
On s'entraîne avec d'autres de temps en temps, mais pas en famille. Et vous alors, Jeannette, comment? Alors évidemment, je suis un contre-exemple absolu, donc je n'étais sans doute pas la bonne personne invitée. Intéressant le contre-exemple, ça permet de... Non, mais parce que Michel a raison, mais moi je suis sortie de la vie politique pour pouvoir adopter ma fille. Et donc c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir mon agrément pour mon adoption, c'était d'arrêter la vie politique parce qu'il était inenvisageable aux yeux d'une assistante sociale qu'une femme pouvait être à la fois continuer une vie politique. Ça prouve ce que je disais, ça prouve oui, bien sûr. Dis, non, mais je suis un contre-exemple parce que moi j'ai fait le choix, non pas de la vie politique, mais du bonheur de ma vie d'être mère et d'être allée au bout du monde pour chercher l'amour de ma vie qui est ma fille. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas cet appétit du pouvoir et que, en même temps, j'étais pas la plus remarquée du membre du gouvernement puisque j'étais avant-dernière au rang protocolaire. Donc ça rend aussi modeste et faire preuve de beaucoup d'humilité. Mais quand on m'a demandé quand j'avais la visite d'une assistante sociale régulièrement chez moi en me disant quel est votre mode de vie, qu'est-ce que vous faites, et c'est vrai que c'est impossible de concilier vie familiale et vie politique parce que je travaillais tous les jours. Et pour la première fois de ma vie, mais je faisais la même chose quand j'étais universitaire. Donc j'étais prof de droit pendant 10 ans, je travaillais y compris le week-end. Et donc d'être allée à l'autre bout du monde, sur un autre continent, chercher l'amour de ma vie qui est ma fille, j'ai fait le choix de mettre entre parenthèses ou d'arrêter. Mais ce n'est pas un sacrifice, parce que pour moi, il était inenvisageable de vivre sans être mère. Donc... Oui. Non, mais je crois qu'on peut dire, effectivement, de toute façon, que pour les femmes, le problème est quand même plus net que pour les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de choisir. Et il y a Valérie Pécresse qui a 3 enfants, voilà, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet qui a 2 enfants, mais elles ont la chance. Enfin, il y a une vraie discrimination. Alors, on va être très honnête, et très cash, très direct. Moi, j'ai adopter seule ma fille. Donc déjà, je suis un ovni dans tout ce paysage. Donc, quand vous êtes une femme politique et que vous voulez avoir des enfants, soit vous avez des moyens financiers qui vous donnent la possibilité d'avoir pratiquement, ou vous avez un mari qui ne travaille pas ou qui est très riche et qui vous donne la possibilité d'avoir en gros une jeune fille au père, d'avoir une nounou, d'avoir une dame de ménage ou un homme de ménage, d'avoir tout ça qui puisse assurer l'intendance. Soit vous ne les avez pas, et dans ce cas-là, vous faites des choix dans votre vie. Et moi, le choix de ma vie, c'est j'ai ma fille, je suis toute seule avec ma fille, je travaille pour éduquer ma fille, et voilà. Et je suis très heureuse ainsi, mais c'est tout à fait conciliable. Mais du coup, vous avez dans le personnel politique, sociologiquement, des gens qui viennent pratiquement tous du même milieu, c'est-à-dire d'un milieu extrêmement favorisé, ce qui empêche effectivement une question de représentativité de la vie politique française. Quand on est une femme et qu'on n'est pas bien né, c'est extrêmement difficile. Et donc voilà, mais je peux vous dire, parce que j'ai eu la discussion avec certaines de mes collègues ministres, et elle me très choquée, elle me disait « Mais moi j'ai quelqu'un à la maison ». Je dis « Oui, mais moi comment je vais la payer, la personne à la maison qui dort à la maison ? D'abord mon appartement est trop petit, donc c'est pas possible. » Donc on ne joue pas dans la même cour. Moi, je suis la fille d'un ouvrier qui s'appelle Lagdar Bourgrabe, qui était caporal-chef de... voilà. Et donc, il vit à Déol, et je suis seule, et moi, il n'y a personne qui m'aidera à la fin du mois. Mais je ne regrette pas un seul instant le choix que j'ai fait d'avoir ma fille, et je ne referai pas de politique parce que... Voilà. J'allais vous poser la question. C'est sûr, ça? On redit une chose pareille tout d'un coup? Non, mais j'ai 41 ans, parce que généralement, ça ne se dit pas à l'âge d'une femme. Et moi, je vais vous le dire, j'ai 41 ans, je suis maman d'une petite fille qui a 3 ans, qui s'appelle May, qui est magnifique, qui m'épuise, c'est-à-dire le lundi matin, je suis plus fatiguée qu'à la fin de la semaine, et je suis la plus heureuse des femmes. Voilà, enfin, j'atteins le bonheur avec ma fille, et j'ai ce bonheur-là de me dire que le soir, quand je rentre, elle me dit « Maman, tu m'as manqué, je t'aime ». Voilà. Et ça vaut tous les bonheurs du monde. Oui, on est loin, effectivement, mais on est loin du pouvoir. On est quand même loin du pouvoir. Moi aussi, j'ai fait seul des enfants, et ce n'est pas si facile. Le problème, c'est que le pouvoir, généralement, et c'est en ça que je dis que les femmes sont différentes des hommes, le pouvoir donne aux hommes une sorte de déclic, comme ça, de déclic vers le bonheur qui n'est pas le nôtre.
qui n'est pas le nôtre. Je crois que les femmes n'ont pas la même relation avec le pouvoir et qu'elles ne se conduisent pas de la même façon. D'ailleurs, ça se voit. Mais quand on demande le bonheur du pouvoir, c'est celui des hommes qui sacrifient effectivement sans problème tout à ça. Michel, changeons un tout petit peu de registre compte tenu de ce qu'a été votre parcours et justement de la manière dont vous avez ensuite, dans des activités qu'on appellerait un peu de veille, comment je dirais, de régulation de notre système de l'audiovisuel, vous avez approché une autre dimension du pouvoir qui là émane de la légitimité qu'on a accordée à un moment donné. Mais c'est comme la halte de ça, c'est un contre-pouvoir quand même. Oui, c'est un contre-pouvoir, c'est pas vraiment le pouvoir. D'ailleurs, je pense que la presse est un contre-pouvoir plutôt qu'un autre pouvoir. Enfin, dans ma conception, c'est plutôt ça. Donc c'est autre chose. C'est autre chose que la vie. Dans le rapport au politique à ce moment-là, c'était peut-être pas si simple. Ah, dans le rapport au politique, c'était ce que je voulais que vous nous disiez. très compliqué parce que les hommes politiques font toujours des institutions soi-disant pour créer l'indépendance, pour justifier une certaine indépendance. Et puis une fois qu'on est indépendant, ils vous disent comment? Je vous ai pas nommé pour ça. Bon, ça, vous l'avez éprouvé, je suppose, et je l'ai éprouvé aussi. C'est-à-dire qu'on fait une haute autorité pour le terme était couper le cordon ombilical entre le pouvoir et la télévision. Et en fait, d'abord, il a fallu beaucoup de temps pour couper le cordon, et en plus, je ne suis pas sûre qu'il soit toujours coupé. Mais surtout, si vous le coupez trop carrément, alors ceux qui vous ont nommé vous font la première critique. Donc, c'est autre chose que le pouvoir politique, c'est autre chose que le pouvoir tout court. Mais on ressent, je peux vous dire, quand on est dans une institution de ce genre, on ressent quand même beaucoup le pouvoir que les politiques ont sur vous. On ressent la volonté de résister au pouvoir qu'on a, mais on ressent très cruellement parfois le pouvoir des politiques. Oui, je voulais vous l'entendre dire. Mais alors, par contre, moi, j'ai beaucoup ressenti le pouvoir de la presse. C'est-à-dire que c'est très paradoxal parce que d'abord, quand on exerce le pouvoir, il y a une très grande solitude. C'est-à-dire que d'abord, vous êtes toujours seul, en fait, à prendre des décisions. Vous êtes seul à prendre les coups. Et moi, pour avoir vécu des expériences aussi bien à la Halde avec Babylou, quand la presse se déchaîne contre vous, quand j'avais dit Moubarak doit partir et que j'étais à Davos, je suis convoquée le lendemain matin à Matignon et que je remets ma démission, mais je le dis pas, je le fais pas savoir par la presse, mais la presse m'a en gros dit que j'étais la plus incompétente des ministres, que je n'avais rien compris à la politique arabe, que j'étais nulle. En fait, 15 jours après, Moubarak était parti. Je remets le truc 6 mois après en disant, la veille des élections législatives en Égypte, je dis, il n'y a pas de charia light, il n'y a pas d'islamisme modéré. Et en gros, c'était les deux formules qui sont restées, qui a valu, et à ce moment-là, le directeur de cabinet de François Fillon a demandé ma tête. Et pourtant, j'ai eu raison. Enfin, je ne crois pas avoir tort aujourd'hui quand on voit l'État islamique ou quand on voit ce qui s'est passé en Égypte ou en Tunisie. Il n'empêche que vous vous faites allumer par la presse de manière générale en disant mais on m'a accusé de haute trahison de la politique internationale française. Je me suis dit, Léon... Et voilà. Et donc, ça montre bien aussi... Et quand la presse fait les gros titres en disant la boulette de Jeannette Bougrab, le machin de Jeannette Bougrab, la première chose que fait le directeur de cabinet, il vous demande votre tête. Donc c'est peut-être pas un contre-pouvoir, mais il n'empêche que vous êtes des faiseurs de rois. Oui. Mais ça se passe un peu dans tous les régimes. J'ai vécu à la direction de France 2 une semaine où le chiffre d'audience a été juste inférieur à ce qui devait être, et j'ai eu aussi une campagne de presse absolument extraordinaire. Oui, non, mais donc dès qu'on est à un poste de pouvoir, c'est ça que je veux dire. Dès qu'on est à un poste de pouvoir, on se heurte à ça, mais c'est sûrement très très agréable et très désagréable, surtout quand on a raison de dire qu'il n'y a pas de charia light. Bon. Une des femmes qui m'a toujours accompagnée dans mes combats, c'est Elisabeth Badinter. Et Elisabeth Badinter me racontait comment s'était passée en fait l'abolition de la peine de mort et notamment comment elle a vécu elle, parce qu'à l'époque, on est venu manifester en bas de ses fenêtres et comment Robert Badinter avait été compris trahi par les siens, par les gens de son propre parti, alors que cette réforme, on l'a faite ou à quel point la violence à laquelle peut se déchaîner. Là, on fête l'anniversaire de
l'adoption de la loi sur l'IVG avec Simone Veil, quand on voit les larmes de Simone Veil, on revoit ses larmes sur les bancs de l'Assemblée, on se dit, la jouissance du pouvoir, ah oui, 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 sans doute, oui, mais a posteriori, pas sur le coup. Mais a posteriori, ça a été pour elle un vrai, véritable bonheur d'avoir fait ça. Robert Badinter et Elisabeth Badinter sont encore marqués par les manifestations et les menaces de mort qu'ils ont subies parce qu'on abolissait la peine de mort. Et donc, c'est quand même très compliqué de se dire, et beaucoup de gens qui ont été... c'est comme si on se dit, quelle satisfaction pour Nelson Mandela d'avoir passé 18 ans de sa vie en prison, parce qu'aujourd'hui, il y a la fin de l'apartheid. Ah oui, d'accord. Ou que Martin Luther King a été assassiné pour son combat des droits civiques. Aujourd'hui, normalement, quand on s'engage pour des idées, des convictions, c'est pas, on le fait sans se dire que ça va être du bonheur ou du malheur. On le fait parce qu'on croit en quelque chose et qu'on est prêt à mourir pour ses idées. C'est la noblesse de l'engagement et ça le restera. Et donc c'est là. Et moi, je vois, à chaque fois, j'ai été portée ainsi. Si je m'étais interrogée de savoir si ça allait me procurer du bonheur ou du malheur, mais je n'aurais rien fait dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Ah non, je vous assure que c'est vrai. Vous ne faites pas quelque chose pour provoquer un malheur. C'est pas vrai. Non, mais par exemple... On n'est pas sûr d'arriver au bonheur, on est d'accord. Ah oui. Mais en tout cas, on n'est pas sûr d'arriver si c'était si facile. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas ça pour le bonheur, pour le malheur quand même. Non, mais je dis que c'est très... Par exemple, comme je suis une touche à tout, comme vous l'avez peut-être compris que je n'avais pas non plus la carrière classique d'une femme en politique, je viens de réaliser mon premier film documentaire sur interdite d'école pour rendre hommage à ma mère qui n'a pas été à l'école, qui est née en Algérie, qui était la fille aînée de 9 enfants et qui nous a poussé, nous les filles, à faire des études pour être indépendantes et émancipées. Je suis allée au Pakistan, je suis allée à la frontière afghane, là où je suis allée à Migora où Malala a eu un attentat. Je suis allée au Yémen où il y a Al-Qaïda. Je suis allée dans le nord du Kenya où on vient d'assassiner 28 personnes. Je ne suis pas allée pour me... Enfin, si je m'étais interrogée, vous comprenez? Mais en même temps, on le fait pour bouger les lignes. On le fait, on se bouge les lignes. Un très beau travail d'enquête journalistique. Oui, bouger les lignes, c'est une façon de changer les choses. Je ne sais pas. Moi, je ne le conçois pas. On ne fait pas pour soi. Je veux dire, ce n'est pas le bonheur pour soi. Votre propos fait écho à celui que Florence tenait ce matin dans le cercle où nous étions. Ben si, quand elle raconte comment... Elle a fait ce tour de France. Non, mais comment elle assiste au départ des talibans de Kaboul et comment on lui demande depuis Paris une certaine version de la burqa qu'elle ne peut pas valider puisque ce n'est pas le réel. Et donc, elle fait un travail et elle témoigne aussi, là. Et je pense que quelque part, elle est heureuse de faire à ce moment-là ce travail, comme vous l'êtes, d'une certaine manière. Sûrement. Même si ce sont des causes qui sont d'une... Mais en même temps, c'est cohérent avec votre engagement profond. Oui, non, je serais malheureuse si je n'étais pas moi-même. Voilà. Bah voilà. Ça, voilà. Quel aveu, bah oui, voilà, c'est très bien. Alors, au moment où nous en sommes, j'aimerais quand même qu'on puisse demander à Michel de revenir un peu sur le bonheur de ces personnages de la 5e. Parce que si elle nous a écrit les cahiers secrets, on a fait plusieurs tomes, les a vus, voilà. Et donc j'aimerais qu'elle nous fasse un petit détour. C'est toujours intéressant, quoi, un petit côté people a posteriori. Oui, voilà. Mais ça, je crois qu'on peut tous raconter des histoires sur la façon dont, à peine élus, les présidents de la République disent c'est maintenant que les difficultés commencent. C'est-à-dire qu'ils sont ravis d'être élus et à la fois ils ne le sont pas longtemps. On peut penser quand même à l'état d'esprit du président de la République actuel, pour qui on ne peut pas dire que le bonheur soit immédiat. Voilà. Par exemple, en même temps, il a l'air d'avoir une vie amoureuse très épanouie. Oui, mais ça, je pense, voilà. Ça, mais au moins, voilà, peut-être au fond, il concilie les deux, lui. Mais ça, enfin, j'avoue que généralement, on ne concilie pas, ou pas longtemps. Alors, on verra. Pas longtemps, c'est d'ailleurs ce qui se passe. En tout cas, ça le console peut-être en tout cas, dans par Voici, ailleurs, apparemment, ça va bien. Mais, enfin bon, j'ai lu Voici, je l'avoue, j'ai honte, j'ai acheté Voici, voilà. Non, pourquoi vous êtes attrapé, vous aussi, quoi. On disait ce matin qu'on se fait attraper, voilà. Bref. Je veux dire, c'est vrai que de toute façon, tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, ont des vies privées difficiles. Alors, il y en a certains plus habiles que d'autres. Non, je vous l'accorde. Et je ne suis pas sûre que
actuellement soit très habile de ce point de vue-là. Mais enfin, oui, mais aussi, Michel, souvenons-nous, vous comme moi, de ce que la presse était beaucoup moins attentive à cela. Bien sûr, il y a quelques décennies. Hein, je veux dire, à l'heure du laitier, elle l'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'existait pas non plus certains titres. Non, mais c'est-à-dire, il y a eu tout un moment dans la presse. Nous devons assumer. Il y a eu tout un moment dans l'histoire de la presse où nous avons pensé, mais ça c'est ma génération, hein, que tant que le comportement privé ne pesait pas sur la politique, il n'y avait aucune raison d'en parler. C'est-à-dire, la maladie de Pompidou, on était obligé d'en parler parce que ça faisait partie. Alors, on n'en savait pas grand-chose. Beaucoup de gens en savaient plus que nous. Mais enfin, ça faisait partie. On voyait bien son comportement qui changeait, sa faiblesse par rapport au voyage officiel, sa difficulté quand même d'arriver jusqu'au bout du Conseil des ministres. Donc là, pour le coup, on en parlait. Mais par exemple, pour prendre, je ne sais pas, certains d'entre vous qui ont vu peut-être le dernier document sur Mazarine, qui est la fille de François Mitterrand, c'est vrai que beaucoup de gens le savaient, mais qu'on estimait que ça ne changeait rien. Et ça a commencé à changer au moment où quand même sa mère et elle-même ont habité dans un palais officiel. Parce que là, ça changeait tout. Ça changeait la sécurité, ça changeait... Bon, mais voilà. Alors peut-être que nous avions tort, parce que maintenant, on se fait très souvent engueuler vertement par les journalistes qui ont 20, 30 ans de moins que nous. Quand je dis nous, je veux dire Gérard Carrérou, je veux dire Catherine Ney, etc., qui nous disent « Ah, mais vous ne disiez rien, sur la vie privée, c'est un tort. » Je ne suis pas sûre qu'on ait tellement eu tort. Mais je suis sûre, en revanche, que vraiment la montée en puissance de la vie privée, la révélation des vies privées, et par les hommes politiques qui s'y livrent, hein, parce que franchement, ils ne sont pas obligés de se faire photographier depuis l'intérieur de l'Élysée quand même. Bon. Mais je pense que c'est d'une certaine façon, ça dénature un peu la vie politique, et moi j'en resterai volontiers au principe qui est on parle de la vie privée, c'est-à-dire santé, etc., à partir du moment où ça influe sur le comportement et les décisions politiques. Jeannette, comment vous réagissez là? Vous êtes sur la même ligne? Moi, on va s'éloigner du bonheur, mais on va se dire les choses, encore une fois, très honnêtement. Moi, ce que je trouve scandaleux, moi qui suis la fille de la méritocratie républicaine, moi, mes parents ne savaient pas lire et écrire, donc je suis très à l'aise. Je trouve toujours très scandaleux qu'une femme existe parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un. Et moi, je trouve que quand on me parle de première dame, je trouve ça honteux. Voilà. Il n'y a pas de premier homme, il ne devrait pas y avoir de première femme. On élit une personne, on n'élit pas un couple. Et qu'à partir du moment où il y a cette volonté, parce qu'on est quand même resté dans une sorte de monarchie, dans une forme de représentation, moi, ça me gêne. Voilà. Ça me gêne parce que, de même, quand il y a des réceptions chez des ambassadeurs, c'est monsieur et madame l'ambassadeur, je suis désolée, c'est monsieur ou madame l'ambassadeur, mais ce n'est pas un couple. Voilà. Et qu'à partir du moment où on donne des collaborateurs, on donne des moyens à ça, il ne faut pas ça nécessairement sur le devant de la scène. Ça ne peut pas être autrement au nom d'un principe de transparence. Voilà. Et donc, moi, je trouve scandaleux qu'on donne des moyens à une épouse ou à un époux. Et moi, quand j'étais secrétaire d'État, il y avait... moi, ça a toujours été un peu particulier. Il y avait une femme de ministre ou des femmes de Premier ministre qui faisaient des réceptions pour les épouses des ministres. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, moi, il s'est trouvé que j'étais célibataire. C'était un peu gênant qu'on me téléphone pour me demander le nom de mon compagnon ou de mon mari parce qu'on voulait l'inviter avec les femmes de ministres. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où, effectivement, les femmes de ministres n'ont rien d'autre à faire que de faire des déjeuners entre femmes de ministres? Et moi, je trouve ça inacceptable. Voilà, on ne fait pas ça dans le secteur privé. On est d'accord sur la première dame. J'ai trouvé ça ridicule. Et donc, la presse aussi. La presse y contribue. C'est vrai que la presse, sur le modèle américain, quand même monarchique aussi, mais aussi sur le modèle américain, fait la première dame. C'est vrai qu'on élit un homme et qu'on n'élit pas une femme. Mais encore une fois, ça ne met pas en cause. Bien sûr, à partir du moment où les hommes politiques sont responsables, je suis d'accord, du fait qu'on mette maintenant leur vie privée à la une, à partir du moment où ils l'affichent. Mais il y a eu des générations d'hommes politiques qui n'ont pas affiché leur vie politique, oui, leur vie privée. Heureusement. Non, mais moi, là-dessus, je n'ai pas de... Au Royaume-Uni, des histoires comme ça, c'est la démission immédiate.
C'est-à-dire que moi, je pense et je reste convaincue sur le système. Non, le système américain a des vertus. On ne peut pas dire que tout soit mauvais. Ou chez les Britanniques, des histoires comme ça, les gens démissionnent, ils ne reviennent plus jamais dans la vie politique. Voilà, ça, ils ne reviennent pas. Quand vous dites des histoires comme ça, pardon. Par exemple, il y a eu l'histoire du ministre de l'Intérieur qui avait régularisé la nounou ou bien les histoires de la vie privée. Moi, je pense, et j'en demeure convaincue, on est ce qu'on est dans la vie privée, ce qu'on est en public, voilà. Et qu'il y a quelque part quelque chose d'assez faux de dire « Ah oui, mais non, mais ça, c'est la vie privée ». Moi, je me comporte de la même manière, et c'est peut-être pour ça que j'ai une très mauvaise, la pire des carrières qui soit, c'est-à-dire j'ai tendance à dire ce que je pense, mauvais point. Je vais toujours dire non, vous êtes formidable, c'est exceptionnel. Moi, je dis bah non, c'est nul, c'est pourri, c'est pas bien. Alors du coup, les gens disent que j'ai mauvais caractère, incontrôlable. Ce qu'on disait de moi à l'Élysée, elle est incontrôlable. On peut pas. Et mon directeur de cabinet qui est avec moi, c'est lui qui avait les coups de fil et qui disait bon, faut la contrôler maintenant, c'est plus possible. Et qu'en se disant ça, c'est une manière de ne pas voir la vérité en face. Et des gens qui se comportent mal dans la vie privée, généralement, c'est un moment où on n'est pas schizophrène. Voilà. Michel ? Mais donc, on est tout à fait d'accord. Donc, il faut justifier l'attaque sur la vie privée d'une manière permanente. Alors, c'est un autre code. C'est un autre code. Mais ce que vous dites, moi, d'abord, je ne suis pas sûre je suis persuadée que les gens sont les gens et qu'ils ne changent pas, effectivement, dans leur comportement privé, leur comportement public. Je trouve que mélanger les deux et partir de l'un pour expliquer l'autre, c'est parfois assez... résumé. Alors c'est tentant, mais je pense que ça n'est pas toujours vrai. Est-ce que vous pensez l'une et l'autre, et puis je regarde là-bas le temps qui déroule, si vous pouvez me dire un peu brièvement ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'apparaît, parce que je l'observe en continuant à exercer mon métier, une génération en particulier de femmes qui s'engagent en politique, notamment au niveau municipal, avec une vision de la politique et de l'engagement qui ne participe pas des arbitrages politiciens, mais du besoin de servir, d'être efficace au cœur de la collective. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière de bonheur peut-être qui va émerger depuis l'univers des femmes? J'ai 2 femmes à côté de moi, je dis, qu'est-ce qu'elles en pensent? C'est drôle ce que vous dites, parce que hier, au cours du dîner que nous avons eu, j'étais à côté, elle est peut-être là d'ailleurs, d'une conseillère, d'une enseignante qui est devenue conseillère municipale de Pau. Et c'était quelqu'un qui n'avait jamais pensé à faire de la politique. Il y en a beaucoup. Qui faisait beaucoup d'actions humanitaires, beaucoup de donc enseignantes qui voyaient beaucoup de jeunes et qui se préoccupaient, et qui entraient en politique, pour le coup, a éprouvé un vrai bonheur parce qu'elle pouvait transformer, parce qu'elle voulait faire changer les lignes, même à l'intérieur d'une municipalité, et c'est très important. Et c'est très important aussi de s'occuper des restaurants du cœur dans une ville, alors que la montée des restaurants du cœur est tout à fait évidente. Donc je crois qu'il y a effectivement que les femmes ne sont pas différentes, et qu'elles pensent qu'on peut faire de la politique avec bonheur, mais je pense qu'elles sont plus exigeantes que les hommes, et que par conséquent, elles sont plus prudentes, plus sourcilleuses, et peut-être moins hableuses. Et peut-être plus apte à redonner des couleurs à la politique. Oui, je pense que c'est possible, en tout cas. Peut-être pas. C'est aussi un peu votre sentiment, Jeannette? En tout cas, c'est une certitude, c'est le cas à Pau, parce que moi aussi j'étais à une table où il y avait beaucoup d'adjointes, il y avait 3 adjointes de la mairie de Pau, et elles étaient toutes les 3 exceptionnelles, remarquables. Il y avait une avocate, une chef d'entreprise. Elles étaient belles, intelligentes, elles se donnaient, elles se dévouaient, elles étaient mamans. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de particulier à Pau, c'est pas possible. Et donc, j'étais assez bluffée. C'est vrai ailleurs aussi. À nous 2, ça fait 4. 4 adjointes. Et donc, je me suis dit, vous êtes bien chanceuses et chanceux de vivre à Pau, parce que vous avez des femmes formidables à la gestion de cette merveilleuse ville qu'est Pau. Voilà. Bon, voilà, c'était une manière de satisfecit, mais je vous rassure, dans notre métier, nous en côtoyons qui sont sur cette même ligne, avec cette même volonté de servir, et au fond de redorer, sans toujours en être parfaitement conscient, les couleurs de la politique, et en tout cas de sortir des fractures dans lesquelles nous sommes tellement aujourd'hui encore engoncés que ce pays, je parle sous votre contrôle à toutes les deux, a beaucoup de mal
à s'en sortir. À ce propos, on me disait quelque chose de tout à fait intéressant sur le dernier numéro du journal Le Point. Alors, vous savez, c'est un numéro à la une. Et si tout le monde se mettait ensemble, et Bernard Langlais, qui est un journaliste économique connu, détermine les 10 sujets sur lesquels, après tout, la gauche modérée, la droite modérée et le centre pourraient se mettre d'accord. Eh bien, je peux vous dire que ça a été une catastrophe pour les ventes. Comme si les gens, maintenant, il faut faire très attention à ça, les gens voient tout en polémique, voient tout en noir et blanc, et quand on dit, après tout, on pourrait se mettre ensemble, il y a un réflexe qui dit, ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Merci à l'une et à l'autre. Merci à vous-même de les avoir accompagnés. Merci.